bonjour. Je tiens à signaler que j'appartiens à aucun parti politique et c'est en toute indépendance que je fais mes analyses. On m'entend? Vous m'entendez? Oui. Voilà, vous avez parlé des relations économiques entre l'Union européenne et la Russie. Au-delà de l'économie, moi, ce qui me titille un peu en ce moment à travers la crise ukrainienne, c'est plutôt les aspects politiques. Donc, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'en fait, l'Union européenne, c'est la société écran de l'OTAN? On le dit souvent, vraiment, et je dois noter qu'en tout cas, c'est ce que pensent aujourd'hui beaucoup de Russes. Et le nombre de ceux qui partagent cette opinion, il a beaucoup augmenté. Et même j'ai entendu certains gens poser cette question, mais comment alors on a découvert que quand même c'est vrai? Parce que on s'est habitué à ne pas le croire. C'était au temps soviétique, c'était une des thèses de la rhétorique officielle. D'ailleurs, dans la littérature sérieuse de la science politique, on présentait l'Union européenne d'une autre façon, tout à fait autre, plutôt européaniste et fédéraliste, enthousiaste par rapport à cette initiative, à ce projet européen, mais quand même pour le public général. Et donc on était quelque peu immuné contre cette thèse. Moi, je pense quand même à la politique particulière de la France, du général de Gaulle, de Giscard d'Estaing aussi. Enfin, non, j'insiste sur ça. Je crois qu'il continuait quand même, oui, avec les modifications, la même stratégie. Donc, ça prouve quand est-ce qu'il y a une volonté d'agir, on peut faire beaucoup. Personne, comment De Gaulle, mais personne n'a pu l'empêcher de faire sortir la France de l'organisation militaire de l'OTAN. Donc, moi, personnellement, je ne suis pas inclinée à regarder quand même les Européens, l'Union européenne. Je ne parle pas maintenant de la bureaucratie de Bruxelles. Je parle de l'Union européenne telle qu'elle est, dans la complexité des acteurs qui la constituent. Donc, il y a beaucoup de niveaux, beaucoup d'acteurs quand même. Moi, je ne suis pas inclinée quand même d'identifier, le E comme ça, Mais cette fois, oui, non, je crois qu'il y a quand même un choix propre. Un choix propre des élites européennes. Et qu'ils ont leur propre motivation. Ils sont très souvent, une grande partie des élites européennes quand même, en Allemagne, en France aussi, vous savez très bien, en Angleterre bien sûr, en Grande-Bretagne et dans d'autres pays qui tout simplement n'est pas disposé à se rapprocher trop de la Russie et surtout de l'accepter telle qu'elle est et telle que le peuple russe veut la voir, c'est-à-dire la Russie fidèle à son identité, la Russie indépendante, la Russie assez puissante, etc. Donc, je crois qu'ils ont leurs propres raisons, leurs propres motivations idéologiques. Y compris idéologique, y compris motivation liée à ce champ de valeurs que Jean-Claude a mentionné tout de suite.
Voilà, c'est une raison aussi importante qui détermine le choix final des Européens, des capitales européennes dans cette affaire ukrainienne. Mais oui, peut-être une certaine dépendance, un certain jeu d'intérêt sous la pression des États-Unis est aussi important. Mais je crois que ce n'est pas suffisant pour expliquer. Je voudrais juste conclure, je m'arrêterai là sur un fait, c'est que j'ai remarqué que tous les nouveaux pays entrant dans l'Union européenne, avant d'adhérer à l'Union européenne et d'être acceptés, ils sont d'abord entrés dans l'OTAN, notamment les pays baltes, la Pologne, la Tchécoslovaquie, et en plus la Pologne et la Tchécoslovaquie ont accepté de mettre des rampes de lancement pointées sur la Russie. Donc je pense que c'est quand même assez hostile. Mais quand même pas tous les membres de l'Union européenne sont membres de l'OTAN. Mais leurs élites, leur classe politique l'aspiraient aussi entre l'OTAN. Et maintenant, encore en répondant à ce que vous avez dit à la table, avant les questions à propos du rapprochement de l'OTAN vers les frontières de la Russie, je me rappelle les paroles de George Kennan, ce diplomate américain, patriarche des diplomates américains qui était aux origines de la guerre froide d'ailleurs. Ces paroles, il les a prononcées la veille de l'adhésion justement des premiers nouveaux membres de l'OTAN. Et c'est une grave erreur. La Russie, tard ou tôt, la Russie réagira d'une façon négative. Et il n'y a aucune raison de sécurité, aucune raison vraiment stratégique dans le sens militaire pour le faire. Voilà. Merci. Alors, concernant l'Ukraine, l'Ukraine est un pays grand comme le nôtre, potentiellement plus riche que nous, en ressources minières et agricoles, qui a alimenté du temps de l'Union soviétique en sucre et en céréales la Russie, enfin l'Union soviétique, l'URSS dirons-nous, qui aujourd'hui se retrouve dans l'état que l'on connaît, qui n'a pas réussi, malgré ses richesses, à évoluer très très positivement depuis sa libération. D'autre part, une Russie avec des immensités qui, si elles appartenaient à des Canadiens, seraient cultivées autrement puisqu'elles sont incultes. Je voudrais savoir aujourd'hui quel est le futur poids économique en matière agricole de la Russie par rapport à une évolution légalement, enfin, à ce que représente l'Europe aujourd'hui en agricole. Il s'agit de nourrir des gens quand même. La production agricole, c'est un domaine où il y a énormément de problèmes, c'est vrai, et qui était en crise profonde vers le début des années 2000. Et aussi, c'est le domaine, comme vous le savez peut-être, où les résultats ne viennent pas très tôt, même quand vous investissez, mais il faut du temps pour que ça donne les résultats. Mais quand même, il y a des progrès. Et je peux vous rappeler que cette année, justement, la Russie a augmenté substantiellement ses exportations de céréales. Elle produit assez de céréales pour les exporter et il a ramassé, le mot m'échappe, oui, il a ramassé plus de blé, beaucoup de blé, oui, c'était, le résultat était brillant, voilà, cet été. Donc, je crois que c'est cette thèse
la Russie a été alimentée par l'Ukraine, c'est un peu une petite exagération quand même. Même s'il y a un grain de vérité, mais il y a un grain de vérité parce que, mais bien sûr, l'Ukraine, beaucoup de terres elle est cultivée, c'est ça, mais voilà, il y a d'autres aussi, d'autres régions agricoles très importantes en Russie. Sauf l'ex-Ukraine, si on parle de la Russie soviétique. Voilà, moi j'ai une question qui a pas de rapport direct avec votre conférence qui était super intéressante. C'est par rapport au rouble. Parce que, bon, moi j'ai de la famille en Russie, là je suis assez préoccupé avec ce qui se passe en ce moment. Alors on peut l'expliquer par la chute du prix du baril de pétrole, plus que par les sanctions, ce que voudraient faire croire les Occidentaux que c'est grâce aux sanctions. Quelles sont vos perspectives? Là, le gouvernement a pris des mesures, la Banque centrale a remonté son taux directeur. Quelles sont vos perspectives? Est-ce que vous pensez que dans 6 mois, l'OPEP va peut-être changer de direction et que le rouble va remonter? En tout cas, quelles sont vos perspectives à court terme et à long terme sur ce point? Merci. Qu'est-ce que je peux dire? Les évaluations varient, même l'évaluation des économistes, il n'y a pas de consensus sur ce sujet. Je peux dire qu'à mon avis, il y a évidemment un facteur politique qui a influencé voilà, cette situation. Je suppose qu'il y a une pression américaine aussi dans ce sens, mais il y a aussi une conjoncture, c'est vrai. Mais jamais le taux d'échange dans les pays comme surtout la Russie, dont la monnaie n'est pas vraiment convertible, voilà, dans la mesure que le dollar ou l'euro sont convertibles. Donc c'est toujours aussi le résultat des politiques, des décisions politiques et de la Banque centrale, des groupes, des grands groupes financiers, industriels, dont des acteurs économiques, des acteurs sur le marché et dans la bourse boursier, des acteurs boursiers. Donc il y a aussi cette composante spéculative. Vous comprenez bien sûr que les fluctuations comme ça rapporte beaucoup à ceux qui spéculent et qui savent. C'est ce qu'a dit Peskov aujourd'hui. Je jure que je n'ai pas lu je n'ai pas regardé. Non, mais je crois que c'est évident. Donc c'est le résultat cumulatif de plusieurs causes, de plusieurs processus. Et puis, bien sûr, cette incertitude quant aux perspectives de l'économie russe. Parce que nous, vraiment, personne ne vous dira maintenant, personne, aucun économiste, aucun expert, ne vous dira comment les choses vont aller. En Russie, il y a, disons, deux interprétations principales parmi les experts de cette situation avec les sanctions. Les uns croient dans le potentiel bénéfique de cette, disons, demi-isolation, de cette de ce refroidissement avec l'Ouest, en espérant que, tout d'abord, ce sera un stimulus pour les Russes, pour le peuple, même pour la société tout entière. Vous savez, il y a un grain de vérité peut-être dans cette logique parce que c'est vraiment propre aux Russes comme à la nation. On est
plus faible dans la routine, beaucoup plus faible, mais on devient très fort pendant un temps dur. Et on est trop patient parfois quand on nous pousse, nous attaque, nous frappe, mais jusqu'à une certaine limite. Mais après, quand la réponse vient, le plus souvent, elle est victorieuse. C'est comme ça, il y a, mais bien sûr, rien n'est sûr. Et maintenant, comme aujourd'hui, tout est lié avec voilà, le cours de monnaie, la bourse, etc. Dont le public, surtout à Moscou, qui va souvent à l'étranger, bien sûr, elle est un peu démoralisée par ce qui se passe avec le rouble. Ça je ne peux pas l'ignorer. Et puis, vous comprenez très bien que ces changements, ils vont tout simplement, par la simple logique économique, ils vont faciliter la production intérieure domestique. C'est ce qui s'est passé justement après la crise de 88. Je me rappelle, on a déjà vécu, voilà, c'était une descente catastrophique du rouble, du taux de rouble, qui était beaucoup plus important, 6 fois, je crois, à l'époque, en quelques fois, mais la croissance qui a suivi a été spectaculaire. Partout en Provence, on a vu apparaître deux points de croissance. Voilà, donc, mais d'autres sont très pessimistes. Donc, oui. Le plus grave actuellement, c'est le fait de la... Pardon. Le plus grave actuellement, c'est le fait de la baisse du prix du gaz et du pétrole, puisque vous êtes très exportateur de gaz et de pétrole, qui lui est payé en dollars. Hein. J'imagine que la Russie vend son pétrole et son gaz en dollars. Donc si vous voulez, elle est toujours payée en dollars, et donc quand elle a des importations à faire, c'est toujours avec du dollar qui est une monnaie forte. Par contre, ce qui est incorrigible dans l'immédiat, c'est le fait que le prix du pétrole et du gaz s'effondre. Quand vous écoutez les médias ces jours-ci, il y a des tas de pays, comme l'Iran, comme l'Algérie, etc., pour lesquels le prix d'équilibre pour leur économie, c'est 100 dollars le baril, 120 dollars, etc. etc. C'est pareil pour l'Iran aussi d'ailleurs. Donc si vous voulez, le drame c'est ça, c'est la baisse du prix du pétrole. Mais autrement, le pétrole ou le gaz qui sont vendus par la Russie, il est toujours payé en dollars. Donc ils engrangent des dollars avec lesquels ils peuvent importer des produits dont ils ont besoin. Oui, vous avez raison, mais je vous rappelle seulement que les hydrocarbures ne font pas la totalité de l'économie russe. Et parfois, pas du tout. Les exportations constituent, je crois, à peu près 40%. Les exportations, en gros, 40%, 45% du produit national brut. Et les hydrocarbures, les estimations varient beaucoup. Elles vont de 8% à 22%. Mais 18-20, c'est le maximum. Si on prend même les évaluations les plus négatives pour les Russes. Mais quand même, il faut encore tenir compte du fait que le prix du pétrole était plus bas, parfois dans les années 2000. Voilà, disons, rien de dramatique. C'était quand même l'économie russe à l'époque continuait sa croissance. La croissance était interrompue jusqu'à 2008. Elle a renoué avec la croissance d'ailleurs après 2009. Voilà. Bien sûr, tout est instable, mais c'est pourquoi, c'est bien les raisons, mais tout dépend, mais toute l'économie mondiale et toutes nos économies dépendent de ces choses-là, du dollar par exemple. Et c'est pourquoi
Poutine et le président chinois se sont mis d'accord à élargir quelque peu l'emploi, l'utilisation du rouble, de la monnaie chinoise, donc quand même dans leur échange bilatéraux. Voilà. Voilà, oui, c'est un problème, mais personne. Que ça peut remonter. Pardon, monter? Que le rouble peut remonter. Non, en principe, si vous voulez mon opinion, je ne suis pas économiste, mais d'après mes estimations, mais c'est ce que j'ai vu, je crois que le rouble pourrait remonter, bien sûr, et que c'est... J'ai dit que la baisse du prix du pétrole, ce n'était qu'une des raisons de ce qui se passe. Et ça se décide en partie en Russie, à l'intérieur de la Russie. Ce sont les acteurs sur le marché, les acteurs économiques et politiques qui décident. Ça dépend beaucoup aussi de la politique de la Banque centrale. Et n'oublions pas que la Russie a des réserves énormes, des réserves des fonds de stabilisation. Elle a des réserves très, très, très vraiment significatifs. Donc elle pourrait, une fois la décision politique prise, comme ça. Mais voilà, il y a toujours ceux qui en profitent. Poutine a acheté 57 tonnes d'or cette année sur 59 qui a été vendu dans Ça, je ne sais pas exactement. Il a raison. Oui, s'il vous plaît. Oui, dans un domaine plus idéologique, quand on voyage en Russie, on est frappé par la montée de l'orthodoxie, ou le réveil de l'orthodoxie, qui se matérialise plus particulièrement par la construction des églises. Alors, la question que je voudrais vous poser est celle-ci. Est-ce que l'on peut dire que l'orthodoxie est à Poutine ce que le marxisme a été à Staline? Non, vous savez, je ne suis pas d'accord avec une parallèle comme ça. Tout d'abord parce que Staline et Poutine sont dans une situation absolument différente et Staline monopolisait le pouvoir au point qui est incomparable avec la position de Poutine. Même lui, il est connu comme une main forte, etc. Et ce qu'on voit, ce qu'on peut appeler le réveil de l'orthodoxie, la construction des églises. Quant à la construction des églises, c'est un processus normal. On a tout simplement reconstruit une très petite partie, peut-être, je ne sais pas, 1%, non, je dis comme ça, mais pas plus, 2% peut-être des églises et des cathédrales détruites au temps soviétique. Non, et ça n'a rien à voir avec... ça ne provient pas de l'initiative de Poutine. Alors, Poutine, il n'est pas hostile, pas du tout, bien sûr. Voilà cette évolution. Mais je crois que s'il s'appuie sur la restauration de l'Église et s'il accentue parfois son respect pour l'Église et pour la religion et son appartenance à l'orthodoxie, ça est fait, c'est très mesuré, c'est mesuré. D'ailleurs, moi, je n'exagérerai pas. Voilà ces tendances, en principe. Je vous assure que pas plus que 8, mais peut-être 10, mais peut-être 12% de Russes sont vraiment
nos religieux au sens véritable de ce mot, qu'ils fréquentent et qu'ils connaissent l'évangile. Oui, pour nous, c'est tout simplement, pour certains, c'est une façon, une voie de chercher aussi l'identité historique, comme ça, de accentuer cette appartenance à la Russie éternelle. La Russie éternelle, bien sûr, je le mets entre guillemets parce que, étant historienne, je sais que rien n'est éternel, en fait, sur la Terre et dans l'histoire. Mais il y a quand même des phénomènes, des réalités séculaires qui existent longtemps, très longtemps, qui existent pendant des milliers d'années même. Et voilà, dans ce sens, ils peuvent évoluer, ils évoluent inévitablement, mais ils restent en elles-mêmes. C'est ce que, dans ce sens, bien sûr, la Russie qui change, qui changeait toujours et qui a changé dramatiquement au XXe siècle, avant au XIXe siècle, et qui change extrêmement vite aujourd'hui, quand même, la Russie reste elle-même. Voilà, c'est en grande partie un fait culturel et un fait de conscience nationale, plutôt en fait, que de la religion au sens propre de ce mot. Voilà. Oui, je ne voudrais pas que ma question, vous pensiez que ma question était une question piège. Je suis ici. Ici, là. Voilà. Bon, ma question n'était pas une question piège. Nous avons, mon épouse et moi, voyagé en Russie. Nous avons toujours beaucoup admiré le renouveau de l'orthodoxie et nous avons surtout admiré la construction de ces églises, alors que chez nous, on construit des mosquées. Et je pense également que quand je vois le métropolite à côté de Vladimir Poutine, ou quand je vois les convois d'aide aux républiques ukrainiennes indépendantes, quand on voit ces convois baptisés par des popes, je vous dirais que personnellement, ça me satisfait totalement. Oui, c'est juste à propos de ces renouveaux spirituels en Russie, c'est ce que j'ai entendu que c'est parce qu'ici en France, même dans les pays occidentaux, la spiritualité n'est plus très importante. Et justement, j'en ai entendu par Sergei Wazariev, je ne sais pas si vous les connaissez, c'est une grande russe qui est un grand maître spirituel et naturopathe, qui parlait justement de ces renouveaux spirituels qui viendraient des Russies en Europe. Et je pense que la Russie va gagner grâce à cette union spirituelle. Voilà. Et là maintenant, une petite anecdote. Je suis polonaise et j'y vais très souvent en Pologne et je suis vraiment attristée que tous les Polonais sont pro-américains et anti-Poutine. J'ai même des amis qui me disent que le matin, ils allument la télé pour écouter est-ce que Poutine est mort ou non. Voilà. Bon, c'est pas l'anecdote, c'est triste. Mais vraiment, donc je me suis fait beaucoup des ennemis, parce que j'ai dit non. Donc j'essaie de défendre le Poutine. J'ai rencontré juste un seul Polonais dans les trains qui connaît la réalité parce qu'il écoute pas la télé polonaise, il écoute les nouvelles. Il m'a dit les Russes, chinoises, le Brésil, voilà. Et cette anecdote, c'est l'été dernier quand j'étais en Pologne, la Russie a mis l'embargo sur les pommes en Pologne. Donc voilà, donc partout à Varsovie, sur les places importantes, les gens vendaient des pommes et il y avait des grands panneaux écriteaux et c'était écrit « Mangez des pommes pour enrager Poutine ». C'était tellement stupide, c'est vraiment, je ne suis plus fière d'être polonaise. Triste. Non, avec... Oui.
sujet de ce renouveau là, de l'orthodoxie, est-ce que justement Poutine n'essaie pas de relancer ça pour justifier son opposition à l'islam? Non, il essaie de faire le contraire. Vous savez, parce que n'oublions pas que l'islam est implanté sur le sol russe depuis plusieurs siècles. C'est parce que c'est la Russie qui s'est élargie en intégrant les peuples musulmans et aussi plusieurs religions, vous le savez bien sûr, coexister. Je crois qu'il serait suicidaire de jouer cette carte. Donc nous avons à être très vigilants à ce propos et de conserver quand même, d'essayer de conserver la paix et cette coexistence pas seulement pacifique, mais plus que pacifique, c'est une coexistence naturelle sur notre sol, en même temps en ne pas perdant notre propre héritage symbolisé par l'orthodoxie. Donc, c'est une tâche assez difficile, mais je crois que ça, bien sûr, a un parallèle avec la situation et les problèmes qui se posent en France avec la croissance du nombre de musulmans de la communauté islamique. Je crois que tous ces problèmes, peut-être ce qui se passe n'aurait pas été aussi problématisant si les nations européennes ne s'étaient pas renoncées à l'idéologie nationale, à l'idée nationale, à leur culture, mais comme nous savons très bien que dans le langage officiel, ce sont les notions qui ne s'emploient plus. Donc, quand on a une conscience de soi, il est beaucoup plus facile et il est possible alors de cohabiter sans se sentir en danger avec les représentants d'une autre culture. Donc en Russie, je crois qu'on a une autre expérience quand même. Dans ce sens, c'est l'empire, parce que la Russie se voyait en tant qu'une entité, pas seulement multiethnique, si vous voulez, la terminologie est autre, on l'appelle multinationale, oui, ce que est absolument rejeté par la pensée française. C'est une autre tradition. Mais il n'est pas l'expérience actuelle, elle montre justement que l'unité nationale, comme ça, l'unité au sein d'un pays, dans ce sens, l'unité nationale ne passe pas obligatoirement par l'homogénéité complète culturelle, mais elle peut se construire sur la base plus complexe. Oui, il exige certainement une couche d'une culture commune et de valeurs partagées, mais en même temps, cette couche, elle peut se compléter par un espace où différentes cultures, surtout un nombre, bien sûr, pas d'innombrables, mais un nombre concret de cultures ancrées dans le passé, dans l'histoire de ce pays coexister. Voilà. Excusez-moi, je voudrais réagir à ce que vous avez dit, qui était très intéressant. Mais vous m'avez un petit peu dépeint la réussite de l'intégration dans l'Union soviétique. Parce qu'aujourd'hui, force est de constater qu'en Russie, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Et aujourd'hui, cet espace
cette couche qui se rajoute à l'unité nationale, parce que l'unité nationale soviétique, c'était très important. Aujourd'hui, l'unité nationale, cette couche, elle prend plus de place, et c'est vrai qu'il y a moi, je ressens, à chaque fois que je suis en Russie, quand je parle avec mes amis, etc., je ressens un problème d'identité de plus en plus important. Je ressens qu'il y a des communautés qui arrivent de pays qui, avant, faisaient partie de l'URSS. C'était des gens qui venaient, qui n'avaient pas de problème. Et maintenant, notamment dans les grandes villes, il y a des tensions qui naissent, des problèmes identitaires. Pas du tout comme en France. Parce qu'en France, on a des excès absolus, où on a fait une religion que du communautarisme, alors qu'en Russie, pas du tout. Mais quand même, il y a des problèmes identitaires. Comme c'est votre spécialité, que vous avez fait beaucoup d'études là-dessus, je voulais vous demander un petit peu plus d'éclaircissement. Merci. Ah, mais c'est un sujet brûlant, sensible pour beaucoup de monde en Russie, bien sûr. Mais vous avez parfaitement raison que quand même les problèmes d'immigration se posent un peu autrement en Russie. Mais un peu autrement, bien qu'il y ait bien sûr des convergences aussi. Et justement, les choses comme ça, surtout la formation des communautés qui sont culturellement différentes, quand il s'agit par exemple des Tadjiks ou des Ouzbeks, etc., d'autres sortissants des républiques d'Asie centrale, ils ne venaient pas dans cette quantité dans les temps soviétiques. Ils ne travaillaient pas à Moscou. Il y avait bien sûr des Tadjiks à Moscou, mais c'était des Tadjiks russes. Culturellement, il avait une double identité culturelle, mais il était russe aussi parce qu'il parlait le russe moscovite. Justement, il symbolisait peut-être voilà cette dualité multiethnique au sein d'une nation. Mais maintenant, c'est autre chose. Et bien sûr, ça engendre des tensions, naturellement. Mais c'est vraiment un immense sujet. Et le plus, vous savez, sur le point, c'est le plus difficile de le décrire. Mais quand même, j'ai contacté parfois aussi les représentants de ces immigrés, mais je remarque que il y a quand même beaucoup de choses qui nous unissent. Parce que, surtout si on parle des générations formées au temps soviétique. Mais génération parce qu'on a été élevés sur les mêmes films, oui, sur les mêmes livres. Nous, bien sûr, l'expérience de la vie sociale était un peu différente, mais quand il y avait beaucoup de convergence aussi. C'est pas moi, je me rappelle très bien quand j'habitais pour une année aux États-Unis, il y avait dans une maison internationale, c'était à New York, il y avait aussi quelques personnes de Kazakhstan, etc. On a organisé, les Américains ont organisé, c'est-à-dire une journée nationale, une fête nationale, mais il était choqué par le fait que toutes ces gens, ces post-soviétiques, disons, ils ont voulu, ce n'était pas moi qui leur a lancé cette initiative, ils ont voulu faire une présentation ensemble. Voilà, c'était leur initiative. C'est la communauté, oui, c'est la communauté, la Russie, l'Ukraine, le Kazakhstan, comme ça, des comités d'États indépendants. Voilà, mais bien sûr, vous avez raison que les temps changent et les nouvelles générations qui sont formées là, elles sont tout à fait différentes. Et même au temps soviétique, la Russie est un pays
immense, vraiment immense. Et bien sûr, on ne peut pas comparer culturellement, par exemple, les moscovites et les habitants d'un petit village au Tadjikistan. C'est impossible. Mais oui, l'intelligentsia tadjik et russe, il n'y avait presque pas, il n'y avait aucun problème. Mais du temps de l'Union soviétique, vous aviez des astronautes qui pouvaient venir du petit village du Tadjikistan. Ce qui est plus difficile aujourd'hui, c'est justement ça le problème. Les problèmes sont... Et loin de moi l'idée de louer l'Union soviétique, mais quand même. Les problèmes sont très nombreux, mais vous savez, c'est vraiment un sujet qui exige... Non, c'est vraiment un sujet qui exige une conférence à part, comme ça... Non, vraiment, c'est une question brûlante pour certains aussi. À Moscou, il y a des nationalistes, comment on les appelle, c'est des groupes nationalistes qui sont très, très, très opposés à ces immigrants. Parfois, il s'agit même des immigrés internes. Qu'on peut appeler immigrés internes parce qu'enfin ils sont citoyens, il s'agit des habitants du Caucase du Nord, donc ce sont nos concitoyens. Ce sont nos concitoyens et ils appartiennent au peuple qui font partie de la Russie depuis des siècles. Moi personnellement, je suis persuadée que si la Russie se voit comme un État comme ça, un État qui a intégré ce grand espace, il doit être responsable. Et même si parfois c'est un fardeau, dans le sens que ça engendre bien sûr des problèmes comme ça, dans la vie sociale, il faut savoir vivre avec ça et gérer ces problèmes et les résoudre. Donc, quant à l'immigration qui vient vraiment de l'étranger, c'est un autre problème. C'est un autre problème, c'est un autre sujet. Mais oui, c'est vrai que ça se pose autrement pour le moment. Mais ça change et il y a de nouvelles sources d'immigration apparaissent. La Russie reçoit maintenant beaucoup d'immigration. Beaucoup d'immigrés, bien que le nombre a réduit quelque peu ces dernières années avec les difficultés économiques tout simplement. Mais en même temps, nous faisons face au même problème. C'est parce que c'est vraiment avec les démographies, et, bien sûr, et avec les problèmes de valeur, je crois que c'est un problème existentiel. Si vous voulez, pour l'Europe. Je peux vous dire autre chose. Le département que j'ai dirigé pour une dizaine d'années, et chaque année, le département européen, il publiait un recueil, un numéro de revue. On fait une collection d'articles, on peut dire un livre consacré au problème de l'immigration en Europe occidentale. Et parfois, j'ai l'impression que les Russes sont plus sensibles à ce qui se passe dans ce champ en Europe que les Européens eux-mêmes. Ah oui, c'est Et ce sont les articles de recherche, sont les recherches. Les articles ne sont pas comme ça, simplistes, etc. Une remarque, oui, j'ai été sensible à la remarque que faisait madame là, qui parlait de ce marché en Pologne qu'elle avait visité, où des Polonais vendaient des pommes à la suite d'un blackout de la vente de pommes en Russie, en disant vendez des pommes et enragez Poutine. Voilà. Bon, c'est plutôt drôle, c'est pas très méchant tout ça. Je rappelle que lorsque Villepin avait
dénonçait la campagne qui devait mener à la guerre contre l'Irak en 2003, les Américains avaient débaptisé les French fries et les avaient appelés les Liberty Fries. Et puis les Américains se régalaient, on avait ça à la télévision très souvent, se régalaient de verser le vin français dans des ruisseaux pour montrer leur dédain et leur mépris de la France qui avait refusé de les rejoindre dans cette entreprise guerrière. Je ne sais pas si vous connaissez, Ekaterina, une journaliste du New York Times qui s'appelle Masha Gessen, je crois qu'on en a parlé. Il y a des choses très, très surprenantes. Masha Gessen écrit régulièrement dans le New York Times, dans le Washington Post. C'est une journaliste d'origine russe qui maintenant est partie en Amérique et est extrêmement critique vis-à-vis de Poutine. Elle a beaucoup d'admiration par contre pour les Pussy Riot, puisqu'elle vient d'écrire un livre qui s'appelle La passion des Pussy Riot, par référence à la passion du Christ. Bon, ce qui est quand même assez extraordinaire. Moi, je suis très sceptique en ce qui concerne les qualités artistiques des Pussy Riot. Mais enfin, bon, je les ai vus danser à Notre-Dame ou dans les églises orthodoxes. J'avoue que j'ai des difficultés, mais je suis relativement vieux jeu, probablement. Mais elle a été beaucoup plus loin. Elle a fait un article il n'y a pas très longtemps où elle parlait d'un artiste russe qu'elle présentait comme un artiste des rues, un artiste vivant, un artiste extrêmement élogieux, qui avait fait deux choses extraordinaires. Je pense qu'il n'est pas connu en dehors de ces deux choses extraordinaires que je vais vous raconter. Il y en a pour 2 secondes. Une fois, en soutien au Pussy Riot, il y a quelques mois, il s'était cousu les lèvres devant le Kremlin. Voilà. Alors on avait une photo dans le New York Times, ce grand journal d'information. C'est une petite amie des Pussy Riot. C'est possible. C'est possible, ça, il ne le disait pas. Elle ne le disait pas. Qui s'était cousu. Et puis ensuite, il avait fait beaucoup mieux, quelques mois plus tard, et on avait toujours eu une photo. Il était tout nu devant le Kremlin aussi, sur le Red Square, là, où il s'était cloué le scrotum avec un clou. Il était tout nu, devant les yeux totalement éberlués des gendarmes qui ne savaient pas trop quoi faire avec ce gars-là. Moi, je trouvais ça très drôle. Mais enfin, elle présentait ça comme cette Masha Gessen, je ne sais pas si vous connaissez, Masha Gessen. Moi, je voudrais savoir quelle est l'influence que peut avoir quelqu'un comme ça. Tout ça pour dire que, suivant l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez dans un pays, des choses qui vous paraissent tout à fait ridicules, que quelqu'un puisse se clouer le scrotum sur un pavé en signe de protestation, on aurait plutôt tendance à appeler un hôpital psychiatrique et à le faire partir d'art d'art. C'est plutôt le genre de timbré. Bon, mais là, c'était de l'art de rue, voilà. Et bon, ben écoutez, quand en Pologne, on vend des pommes en disant manger des pommes parce que ça enrage Poutine, c'est encore bien moins méchant, il me semble. Voilà, il y avait des questions là à poser aussi, oui. À propos de Pussy Riot, est-ce que je peux ajouter un détail? Oui, bien sûr, oui. Je ne sais pas. Je crois que la presse française n'a pas mentionné ce détail. Pour comprendre ce que c'est ce groupe artistique, je vous dirais que en 2008 ou 2009, ils ont par exemple fait spécialement un acte sexuel en groupe. Se sont déshabillés dans le musée de zoologie de Moscou en plein jour, où le musée était plein de familles avec les enfants. Oui, et ils l'ont filmé et posté sur l'internet. Et il y a une année encore, c'était disponible. Moi, je n'ai pas vérifié maintenant, je ne sais pas. Mais moi, je l'ai vu, je n'ai pas voulu regarder. Mais ils l'ont posté, c'est ça. Et là, c'était un mini-scandale sur le net. Sur le net, parce que beaucoup de gens se sont indignés, oui. Donc, je crois que ça ajoute un contexte crucial qui explique l'essence véritable de cette affaire de Pussy Riot. Parce qu'il ne s'agissait pas vraiment d'un acte d'opposition politique, d'une démonstration politique. Il s'agissait de ça, mais ils n'ont pas été condamnés pour ça. Et il y a énormément des paroles beaucoup pires et beaucoup plus rudes à l'adresse de Poutine qu'on peut lire, qui sont écrites et prononcées partout.
publié dans les livres, dans les journaux, sur le web, énormément. Il y a une démonstration, les gens marchaient avec les slogans les plus critiques, les plus brutaux, mais c'était en quelque sorte une affaire de sacrilège, si vous voulez. Il y a, je crois que ça s'appelle loi de baptême. Oui, et les lois de baptême, non, les lois de blasphème, excusez-moi. Les lois de blasphème, il existe dans beaucoup de pays européens. Et non pas seulement en Irlande ou Grèce, mais aussi Italie, Allemagne, Autriche, et même en France, en Alsace, ça existe. Il y a un article du code pénal local, régional, qui implique la persécution. Quand la loi de séparation de l'Église et de l'État a été votée en France en 1905, l'Alsace et la Lorraine étaient en Allemagne. Donc ça ne peut pas s'appliquer à eux. C'est pour ça que ça existe. Mais ça existe quand même. Oui, c'est pour ça, parce que... Non, et je peux vous rappeler que même dans les années 80 et 99, il y avait des procès basés sur les cas pareils. En Angleterre, par exemple, on a poursuivi, on a condamné à quelques années de prison, je ne sais pas, un artiste, soit dit un artiste qui, je crois qu'il a dessiné, il a présenté Jésus-Christ comme un homosexuel. Il y avait un nombre de cas pareils, mais peut-être était passé sous silence par les médias, mais ça existait. Et la vague d'abrogation de ces lois, elle n'a commencé que à la fin des années 90. C'est tout récent, même en Occident ici, mais c'est tout récent. Cela a commencé. C'est vrai que ces lois ont été abrogées en France, en Grande-Bretagne, et à l'époque, en tout cas que je mentionnais, même la Commission européenne a approuvé cette condamnation là-bas. C'était dans les années 80. Voilà, donc c'est tout récent, et oui, la Russie n'a pas suivi cette tendance, et même elle s'est révoltée, elle s'est opposée. Voilà, ça c'était... Je crois, selon moi, c'est maintenant un conflit assez sérieux qui s'approfondit pas entre nos peuples, parce que je sais moi, qui je viens en France, et je sais que mais en Russie, tout le monde a entendu parler de manifs. Si on l'a présenté à la télé, on a couvert ces événements, ces manifestations, bien sûr. Mais on sait très bien, mais si on parle des élites, pas seulement des élites, mais et de ceux qui sont dans leur orbite, voilà, de cette élite postmoderniste. Parce que ça en fait, ça est désigné par ce terme, postmodernisme. Bonjour madame. Bonjour. Je suis ici, à votre droite. Je vais parler de quelque chose qui est un petit peu en dehors. Je regardais beaucoup Pro-Russia TV, qui était en France et qui a été stoppé clairement par le gouvernement français, alors que ce n'était que de l'information. Stoppé? Oui, ça a été fermé. Quand? Il y a 1 an maintenant. Voilà. Donc, moi j'aimais beaucoup parce que c'était un vrai journal, et non pas une radio ou des articles, comme il y a dans La Voix de la Russie ou des choses comme ça. Et comment se fait-il que ça n'ait pas été repris en Russie, puisque c'était, je pense, très écouté. Est-ce que vous connaissiez? Moi, j'ai vu le site, voilà, avec ce nom. Moi, j'ai vu le site. Mais c'était francophone.
tout à fait francophone. Tout à fait francophone. Mais n'oubliez pas qu'en proportion, les francophones, même les Russes qui parlent français, en proportion, ils sont très peu nombreux dans la Russie aujourd'hui. On ne peut pas comparer. C'est les temps où l'intelligentsia russe, tous les gens éduqués en Russie parlaient plusieurs langues étrangères et en tout cas parler français, ils sont passés maintenant. Donc je crois que c'est peut-être une raison que cela a passé inaperçu en quelque sorte. Donc bien sûr, il doit y avoir les gens qui sont informés, qui sont au courant. Donc je ne sais pas, mais je peux vous dire qu'il y a une idée de lancer en France une nouvelle chaîne de télévision Russie aujourd'hui. C'est Russia Today. Russia Today en Amérique, c'est vraiment très moderne, c'est très bien. C'est très bien, c'est très intéressant. Hein? C'est en anglais. C'est en anglais, mais je vous dis que moi j'ai entendu parler de ce projet. Ce projet existe et je crois qu'il est en train de se réaliser. Et ça vient de quelle chaîne russe en fait? C'est une chaîne russe en anglais. C'est justement ces Polonais que j'ai rencontrés dans les trains qui les regardaient. C'est RT. RT, c'est ça. RT, Russia Today. Non, si vous parlez anglais, vous pouvez regarder. Mais ça existe aussi, je crois. Pardon? Non, c'est absolument autre chose. Russie 24, Russie 24, c'est... On ne peut pas même les comparer. Parce que Russia Today en anglais, ça peut concourir à CNN, c'est brillant. C'est brillant. Et Russie 24, c'est un peu... Non, démodé, c'est pas mal, mais c'est un peu pas au niveau, des exigences actuelles. Je vous assure, si vous le comparez à BBC, ça ne peut pas concourir. Bon, il y a une ou deux questions de plus. Je pense que beaucoup de gens commencent à quitter. Il y avait une question ici, une question là-bas, ça sera les dernières, hein, parce que ou alors des questions très brèves. Merci. Oui, c'était simplement une remarque. Il y a quelques années, Le Monde avait relaté l'événement qui s'était passé sur l'ancienne place rouge. Les soutiens de Poutine avaient dressé une gigantesque siège de cabinet et avaient invité les moscovites à venir porter un certain nombre de littératures dans le genre de ce que vous parliez tout à l'heure. Entre parenthèses, je vous signale que c'est très bien ce que vous dites, mais il y a une petite erreur théologique. Le blasphème, c'est contre Dieu, pas contre l'homme. Donc, il y a eu beaucoup de gens qui ont apporté cette littérature dans ce siège. Ils n'ont pas du tout aimé ça au monde. Mais pourriez-vous préciser quand même de quel événement vous parlez, non? C'est pas Poutine, c'est peut-être l'Église, non? Vous ne vous souvenez pas? Non, c'est le mouvement qui soutenait Poutine. Alors je ne me rappelle plus la date exacte, mais c'était politique, ce n'était pas religieux. Pussy Riot dansait sur l'Envon, dans la cathédrale principale de Moscou. Donc c'était quand même un acte dirigé contre l'Église et contre la foi, contre les sentiments religieux quand même des croyants. C'est pour ça qu'on les a condamnés.
Moi, personnellement, peut-être je les aurais laissés aller, parce que parfois, parfois ça fonctionne mieux quand on... Ça marche parfois, ça marche... Oui, excusez-moi, on parle d'une cinquième colonne de plus en plus souvent dans l'entourage proche de Vladimir Poutine, qui serait un petit peu téléguidé par la CIA pour créer en fait une sorte de Maïdan donc à Saint-Pétersbourg, qui est plus pro-européen de ce que j'en connais. Donc pour en fait supprimer Vladimir Poutine, soit physiquement, soit politiquement. Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Est-ce qu'il y a quelque chose qui en parle? Je n'ai aucune information sur les complots ou comme quelque chose de ce genre, absolument. Mais bien sûr, je sais très bien que un courant anti-Poutine, anti-poutiniste existe, et il y a beaucoup de gens voilà, de cette tendance partout dans l'entourage à Moscou. Il y a des médias qui sont opérés, des médias électroniques surtout, pas bien sûr pas les chaînes fédérales de la télévision, mais d'autres chaînes qui sont plus ou moins ouvertement en opposition. Et oui, c'est ça, et ça existe. Et voilà, ces événements en Ukraine, toutes ces crises et ces tensions entre la Russie et l'Occident, ce conflit qui s'aggrave, qui va s'aggravant, tout ça a aussi rendu plus profond voilà, ce clivage. Ce clivage à l'intérieur de la Russie, mais c'est ce qu'on dit très souvent, justement, les opposants du régime, mais pour être précis, il faut s'en rendre compte que le clivage passe entre une majorité écrasante, qui, bien sûr, n'est pas monolithe dans ses vues sur beaucoup de sujets, mais quand même qui approuve la stratégie telle qu'elle, le but de Poutine dont j'ai parlé. Et une minorité pro-occidentale, ouvertement pro-occidentale, qui, je crois, qui se réduit à, je ne sais pas, 1%, 5%, jugé par exemple les différents sondages et même sur l'internet, peut-être 5%, peut-être 8%, mais à Moscou même, à Moscou. Et donc tous les experts sérieux reconnaissent que voilà, ce camp, il s'est rétréci. Il s'est durci, et en même temps, il s'est rétréci. Donc, il n'y a plus de dialogue. Tout se passe comme maintenant, il n'y a plus de dialogue. On a essayé de renouer le dialogue avec voilà, ce courant. Mais maintenant, déjà, ils ne veulent pas idéologuer. Mais ça, on ne veut pas entrer en discussion. Et tout ce qui vient de la politique officielle, tout est jugé négativement. Même si le régime fait des pas positifs, par exemple dans l'organisation, dans les élections, parce que les élections régionales, les dernières élections régionales, ont amené à l'élection de certains leaders régionaux qui étaient assez opposés, assez critiques, très critiques, et qui n'appartenaient pas au parti Russie Unie, c'est le parti principal du pays qui est bien sûr pro-Kremlin.
Voilà. Et même ça a été jugé négativement. Ah, le Kremlin l'a laissé faire, mais c'est seulement pour améliorer son image. Alors contestons-le. Voilà, mais c'est littéralement la logique que je lis. Voilà, c'est ce raisonnement. Voilà. Tant mieux, tant pis. Une dernière question, on va arrêter là. Désolé. Une dernière question, monsieur là. Oui, ma question se porte sur la démographie. J'ai lu sur plusieurs supports que la population russe était en croissance, légère, mais en croissance. C'est vrai. Et pourtant, on se pose des questions quand on sait par exemple que la population japonaise est à peu près l'équivalent de la population russe. Non. Non, nous sommes beaucoup plus nombreux pour le moment. J'ai lu ça sur des supports qui sont peut-être mal informés, c'est possible. 150 millions. Et je voulais savoir si vous avez déjà une idée des projections pour le nombre d'habitants en Russie dans les années, disons, 2050. Je crois que tout le monde a vu des estimations, par exemple, de l'ONU. Et même, si je ne me trompe pas, Poutine l'a rappelé dans son message annuel au Parlement. L'ONU fait d'habitude 3 projections, 3 pronostics. Il y a 3 scénarios. Oui, scénario médiane, scénario optimiste, scénario pessimiste. Et d'après, je crois, les prévisions de l'ONU, la population de la Russie devait déjà se réduire à 136 millions. Maintenant, elle est 144 quand même. J'ai vu ces chiffres, peut-être maintenant pour le moment je ne l'ai pas dans la tête, les chiffres exacts. Et surtout parce qu'on n'est pas sûr si ces tendances positives vont continuer. On ne peut pas en être sûr. Pendant 2 années déjà, la natalité dépasse la mortalité. 2 années seulement. Mais il y a des facteurs purement... la structure de la population, la structure d'âge. Vous savez, ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup dans le nombre des naissances. Et tout simplement, voilà, assez vite, nous ferons face à une situation où la baisse natalité des années, par exemple, 90, il se traduira dans un nombre diminué des mères, des jeunes mères. Et donc, vous savez, sera un écho. Voilà, voilà cette perte de... Cet effondrement démographique, il aura un écho encore peut-être dans 10 ans déjà. Donc il est très difficile de construire des prévisions plus ou moins exactes. Je ne sais pas, j'ai vu les chiffres très différents, dans le genre de 100 millions dit jusqu'à 100 millions 30, c'est comme ça, voilà, entre les deux. La population de Russie et du Japon, si vous voulez dire. Le Japon. Alors, notre ami Google nous dit la population du Japon est de 127 millions et la population de la Russie est de 144 millions plus la population Crimée. Donc 140 la population. Ils sont combien en Crimée? 2 millions. Mais personnellement, moi peut-être, oui, je pensais que la population du Japon est un peu au-dessous de ce chiffre. Voilà, écoutez, Combien d'habitants en fait? On va remercier Katharina de nous avoir entretenus, d'avoir répondu aussi aux nombreuses questions qui ont été posées. J'en profite pour dire très rapidement que
dans un pays qui nous est proche, le taux de popularité, pour celui qui se posait des questions sur la popularité des opposants à Poutine, le taux de popularité d'un président qui nous est proche avoisine les 15%, et que même dans les journaux hostiles à la Russie comme le New York Times, on disait qu'en novembre, la popularité de Poutine était de l'ordre de 84% en Russie. Il est possible qu'il y ait des minorités très agissantes, mais si on compare ces deux types de popularité, voilà, il y a quand même des différences assez fondamentales. Je passe la parole, le mot de la fin, à notre trésorier, et merci à vous tous. Bonne fête pour les prochaines semaines, et j'espère qu'on vous retrouvera aux prochaines conférences. Et encore une fois, merci à Ekaterina qui a répondu vraiment à un maximum de questions. Merci à tous.